J'identifie très vite les athlètes de niveau comme des super-héros. Je dessinais des anneaux olympiques dans mon école francophone en disant un jour je serai là-bas. Moi je me vois en train de marcher et saluer les gens, et c'est une image qui m'a jamais quittée depuis petite, tout le temps. J'étais persuadée que ça allait bien se passer, c'est quelque chose qui était en moi depuis toujours. Ça. J'avais pas d'inquiétude à ça, mais ça veut pas dire que forcément tout est joyeux et tout est beau, ça serait vous mentir. Il y a eu des moments tellement difficiles. Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance, et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle de stratégie de motivation. Aujourd'hui, je reçois Asma Niang. Bonjour Asma, comment ça va? Bonjour, merci pour cette invitation. Asma, je vais te présenter très brièvement parce que j'aime beaucoup quand nos auditeurs, en tout cas ceux qui vont s'intéresser à ce podcast, te découvrent au fur et à mesure de notre échange. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'on te connaît comme athlète olympique de judo, quintuple championne d'Afrique. Arrivée à l'âge de 11 ans en France sans connaître un mot de français, aujourd'hui tu es conférencière, thérapeute et entrepreneuse. J'ai tout bon? Ok, donc dans cette série de podcasts en fait, qui parle de stratégie de motivation, la première question que je vais te poser et que je pose toujours à mes invités, alors du coup j'ai lu ton bouquin, d'ailleurs je pense qu'on en parlera un petit peu si tu veux bien. Donc je sais que tu es arrivée en France à l'âge de 11 ans, mais moi la première question que je pose à mes invités à chaque fois, c'est si j'avais la petite Asma en face de moi, qui est plus petite encore, qui a 7 ou 8 ans peut-être, cette petite Asma-là, qui n'est pas encore en France, c'était quoi son rêve de grande fille? Mon rêve, Ouais, hem, alors, c'est vrai que moi je m'identifiais beaucoup, aux super-héros, et j'ai compris bien plus tard c'était pourquoi, mais en tout cas je regardais beaucoup, des Marvel, ou après c'était au Maroc, les dessins animés, voilà, de tout ce qui est, les Marvel qui vont sauver le monde, des choses comme ça, mais il faut savoir que les super-héros aussi, ils ont leur fragilité, donc c'est un tout à fait. paradoxe, les super-héros, donc moi j'aimais beaucoup Batman, c'était mon préféré. Parce qu'il était humain en fait, Batman. Donc C'est vrai, voilà, c'était quand j'étais petite, voilà, c'était, devenir un super-héros. c'est joli. Alors, bon, tu arrives en France avec ton histoire de vie. Je ne sais pas si on peut en raconter un tout petit peu ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, ce que j'ai trouvé fort dans ce que tu nous racontes, c'est effectivement, tu arrives avec une histoire qui est, on peut dire, un peu chaotique au démarrage. Et tu as toujours, donc tu as l'entourage qui est là, ta grande sœur en tout cas. Mmh. Et tu te mets très vite au sport, ça te porte. Et derrière, du coup, tu as un autre rêve qui est là. Du coup, je fais quand même un saut de l'ange de 10 ans, là, presque, mais c'est pas grave. Tu as ce rêve-là, finalement, où tu performes en handball. Et derrière, en fait, toi, tu veux être championne. Tu es championne de France, je crois, en tout cas par équipe. Et derrière, tu veux faire les Jeux Olympiques. Et il y a tout un tas d'épreuves qui fait que peut-être il faut passer et modifier un peu son chemin. Oui, après je n'ai pas vraiment changé de rêve, puisqu'en fait j'identifie très vite les athlètes de niveau comme des super-héros. Donc ça reste toujours le même rêve, qui me parle en fait, je vois que c'est des adultes, parce qu'aujourd'hui dans notre société, les athlètes de niveau représentent encore des enfants qui jouent en fait, des adultes qui jouent. C'est vrai. Et qui jouent derrière un ballon, qui sautent, voilà, qui continuent à jouer, hein. C'est les seuls dans notre société qui continuent à jouer et qui gagnent leur vie comme ça. Et donc je me dis: «Je veux être ça, cet adulte qui joue», en fait. Et il y avait quelque chose de super-héros dedans, voilà, j'avais identifié ça comme ça, en tout cas, à cet âge. Et donc je me suis dit: «Bah, ça va être les Jeux olympiques», pensant que, ouais, je dessinais des anneaux olympiques dans mon école francophone, en disant: «Bah, un jour je serai là-bas». Ça, c'était quelque chose qui était de tous les jours, Qui dessiner vibrait des fort en anneaux. toi, ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment, limite c'était une obsession.
très petite. Il y avait rien qui était autour des jeux. Enfin, je partais à la médiathèque parce qu'à l'époque, c'était la médiathèque, hein, on allait chercher. C'était un peu notre internet, la médiathèque. Et je trouvais ça fabuleux parce que cette médiathèque, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des vidéos de certains athlètes, de comment ils ont réussi à lire des livres. C'est tout cet univers-là qui me faisait rêver et qui continuait à accentuer cette obsession et de la nourrir par l'inspiration. Et c'est vrai que voilà, au bout d'un an, je me retrouve dans un collège et c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était impossible pour le sport-études, sachant que j'avais un talent, comme tous les enfants. J'avais ce talent-là, je comprenais très, très vite, je me repérais dans l'espace, j'avais une intelligence kinesthésique. Dès qu'on me demande n'importe quel sport, et ben, j'étais très bonne tout de suite. Et c'est vrai qu'on n'a pas su l'écouter à l'époque. Et c'est vrai que j'étais en cuisine. Alors, j'ai fait un CAP-BP Bac Pro Cuisine. Je me suis retrouvée dans la cuisine, un métier que j'ai appris à aimer. J'avais pas trop le choix, donc j'ai réussi, je pense, à cette époque, d'accepter quelque chose où j'étais pas à ma place, mais en sachant que ça sera pas ma place pour toujours, et c'est peut-être pour ça que je l'avais accepté. Parce que j'étais persuadée que j'allais pas rester tout le temps, et alors je me suis dit: «Si tu restes pas tout le temps, bah, fais le bien, on verra après». Donc c'est ça qui m'a fait tenir, je pense. Alors, j'ai 2 questions qui arrivent en même temps, en tête. La première, c'est, quand on est petit, je trouve qu'on a cette faculté encore plus que quand on est grand, en tout cas les adultes avec qui, je peux parler aujourd'hui et qui vont plus ou moins bien. En tout cas, on a une faculté, de création et d'appartenance très forte. C'est-à-dire que toi, en fait, tu dis que tu focalises enfin, tu c'est vraiment comme une obsession un peu sur ces anneaux, sur ces JO, et ce qui fait que mentalement, est-ce que, tu crées des choses, qui t'apportent aussi quelque chose physiquement et qui te permettent de tenir? Je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire? Complètement. OK. Oui, oui, je comprends complètement et en réalité, on devrait plus être focus sur ça, hein, sur ces enfants-là et qui nourrissent, un rêve et qui l'ont une obsession. Il y en a tellement, hein, des adultes qui ont réussi après, des exploits extraordinaires et on leur pose toujours la question, «Qu'est-ce qui vous a fait vibrer?» Bah, quand ils racontent depuis qu'ils sont petits, ils ont ça. Donc la visualisation, je pense que j'ai utilisé cet outil, sans savoir ce que c'était à l'époque et je me vois c'est vrai que il y a pas un matin où je me voyais pas. Alors il y avait toujours une image. Alors l'image, elle était, tu le tour de l'athlétisme, tu vois, en fait, Ouais, quand on ouais, rentre, ouais. le 400 mètres où tous les nations, elles rentrent, où elles font le tour. Moi, je me vois en train de marcher comme ça et saluer les gens et c'était une image qui m'a jamais quittée depuis, petite, tout le temps et puis, et ça à chaque fois qu'il y avait les jeux, donc j'étais postée devant et je me suis tellement enfin, mon esprit était tellement là-bas que finalement, ben, voilà, la visualisation, j'ancrais tellement tout ça qu'en fait, logiquement, peu importe le chemin, quand je dis, faut ne pas confondre destination et destin et en fait, finalement, peu importe le destin, la destination, le destin, il était logique, en fait, que ça arrive parce que je l'ai tellement, tellement, émané, je l'ai manifesté, en fait. C'est quelque chose que cette énergie, en fait, elle me happe parce que j'y pense tout le temps, en fait. Alors, j'ai envie encore de revenir un petit peu dessus parce que bon, tu maîtrises le sujet, tu étais inconsciemment compétente quand tu étais petite, tu le faisais naturellement. Aujourd'hui, quand tu accompagnes, les sportifs et pas que, a priori, c'est peut-être quelque chose que tu recommandes de faire aussi, enfin, on y reviendra après, mais sur la visualisation. Quand tu parles de alors j'ai envie de parler un peu technique pour que les gens ils puissent peut-être, essayer eux-mêmes s'ils savent pas trop le faire. C'est-à-dire que quand tu visualises, est-ce que tu es associé complètement à l'image? Ou est-ce que tu vois une autre toi? Alors des fois, j'avais des visualisations internes et extrinsèques. Je me mets, extrinsèques et intrinsèques. Alors je Mmh. m'explique. Ouais, Par ouais. moment, je me vois Asma, adulte, alors j'étais très jeune, je Mmh. me voyais adulte en train de faire quelque chose et je me voyais OK. vraiment adulte, hein. C'est que je m'identifiais même pas à cet âge-là. C'est-à-dire que des fois à 16 ans, En observatrice, tu voilà, regardes. OK. observatrice de changement d'époque. C'est-à-dire qu'une Ouais. visualisation sur le futur et que je me vois assez grande et en train de marcher. Donc ça, je faisais des visualisations extrinsèques, je sors de mon corps et je me vois, voilà, comme si Asma adulte, comme je partais dans le futur et j'étais spectatrice, j'étais Ouais, là dans ouais. le tribune et je me vois, je m'applaudis, je faisais plein de choses comme ça et bah, par moment, c'était la petite fille, c'était moi, j'étais dans mon corps et je marchais et j'étais dans cet endroit et je le vivais de l'intérieur.
C'est-à-dire que j'avais des fois, sans le faire exprès, je me disais pas, tout ça, je le faisais inconsciemment, comme ça, voilà, je jouais avec ça. C'est-à-dire que c'était quelque chose où je me souviens quand j'étais en cuisine, pour me faire tenir à la cuisine et je coupais des oignons. C'est pour ça que je dis souvent, ouais, j'ai dû couper les oignons. Cette punchline, elle est sortie plusieurs fois pour faire des jeux. Et ben, quand je faisais une tâche difficile en cuisine, bah, c'était quelque chose où je faisais la plonge ou quelque chose qui me plaisait pas, nettoyer le sol. Et ben, en fait, je me projetais. Pendant que je faisais cette tâche, bah, je me projetais. Donc, quelque chose qui est répétitif, on n'a pas besoin trop de focus. Et Mmh. ben, je me projetais et puis ça me rendait le moment agréable parce que j'étais pas là. Je me visualisais dans quelque chose d'agréable et c'était quelque chose qui me nourrissait. Et donc, mon cerveau, bah, voilà, il a pris cette habitude et cette dopamine, c'est devenu un peu ma dopamine, en fait. Parce que dès que j'y pense, bah, ça me crée un peu de Chose de la dopamine, neurochimique qui vient. Ouais, sérotonine, ouais. quelque chose de joie. Ouais. Et donc, ça me nourrissait toutes ces années. C'est super chouette et alors donc ça t'a nourri toutes tes années parce que tu dis à un moment donné, tu le dis dès le début du livre d'ailleurs, tu dis: «J'aurais pu prétexter 1000 excuses pour rester à terre». La phrase, elle est très forte et en même temps, on voit que dans tout ton parcours, à chaque fois, j ça te lâche pas parce que ce sera pas, les jeux olympiques en athlée ou en hand que tu feras. Ce sera le judo et ce sera bien plus tard et tu dis et ça aussi, c'est chouette comme message, ça veut dire qu'à un moment donné, on est tous, en compétence et on a tous des ressources en nous. Si ce n'est qu'il faut aussi la capacité, l'environnement et peut-être une notion d'apprentissage et cetera. Mais en soi, quand on a, vraiment ça en nous, ça veut dire qu'en menant des actions, jusqu'au bout, on peut arriver à l'atteinte de ses objectifs. Et toi, ce qui est drôle, c'est que quand tu arrives sur la première fois, au judo, il y a rien que tu apprécies, quoi. Tu aimes pas l'odeur, tu pas parle de ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai que moi, je sors de handball et l'athlétisme et enfin, tout ce qui était extérieur, aéré, tout ça. Alors, je rentre dans un dojo pour la première fois et c'est vrai que l'odeur m'avait pas fait plaisir. Le judogi, c'était un peu un pyjama, les gens, la sueur, enfin, il y avait plein de choses qui me parlaient pas et au final, je suis tombée sur, mon coach, voilà, Yves Abdoun qui m'avait dit une phrase qui était extraordinaire, que je pouvais aller loin et le loin, il a ouvert quelque chose chez moi. En fait, je l'ai identifié à tout de suite à quelque chose qui était déjà en moi, donc je l'ai associé à toutes mes visualisations. Donc il est rentré dans donc Yves, il a commencé à rentrer dans l'équation. En fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que dans ma visualisation, des êtres ou des personnes ou des événements rentraient dans l'équation pour grandir un peu mon rêve. Et donc Yves, il rentrait dans l'équation et à chaque fois, il y avait des choses qui rentraient. Le judo est rentré dans l'équation et c'est ça qui est extraordinaire. Donc cette visualisation, je faisais rentrer des petites choses pour construire un peu cette maison comme, j'image, hein. Et donc en fait, bah, voilà, donc il y a eu le judo qui est rentré dans l'équation, il y avait Yves. Voilà, à chaque fois, il y avait certaines choses qui rentraient dans l'équation jusqu'au jour où j'y Et étais. qui ouais et qui finalement ont modifié un petit peu ton plan, mais pour arriver, au même résultat. Tu dis: «J'ai refermé le tiroir de mon rêve et j'ai accepté de faire un détour». Ça aussi, c'est chouette. Ça veut dire que finalement, ta visualisation de quand tu es petite, finalement, parce qu'il y a une différence finalement entre l'atteinte d'un objectif et la finalité. Ce que tu voulais, c'était être un super-héros. Et puis tu t'en parles aussi après quand tu es sapeur-pompier, le fait que tu puisses aussi enfin, que tu as une oreille, que tu étais toujours celle qui écoutait aussi et pas qui n'était pas que dans l'action. Mais en soi, ça veut dire que quand on sait ce ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment et ce qu'on veut à la fin, finalement, effectivement, il peut y avoir quelques détours, les accepter et puis continuer à mener ses actions. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que il y avait un côté, alors c'est vrai qu'il y avait quelque chose de foi, parce que la foi, c'est quoi? Si on monte les escaliers, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. L'accepter en fait, c'est, voilà, dire que on ne sait pas ce qui va se passer, mais j'étais persuadée que ça allait bien se passer. C'est quelque chose qui était en moi depuis toujours ça. J'avais pas d'inquiétude à ça, malgré que, je vous dis que j'avais pas d'inquiétude, mais il y a combien de fois où j'ai pleuré, dans un arrêt de bus et j'en parle, parce que j'étais dans le Luxembus et que j'avais raté mon train et puis je me suis dit: «Qu'est-ce c'est quoi cette vie?» Il y a eu des moments tellement difficiles, mais au fond, c'était les émotions de la fatigue, d'être dans un endroit où je voulais peut-être être ailleurs et vivre, mon ikigai tout ça, mais en réalité, c'est d'accepter d'être dans un endroit, mais ça ne veut pas dire que forcément tout est joyeux et tout est beau, ça serait vous mentir. Il y a eu des moments tellement difficiles et je pense que c'est dans ces moments tellement difficiles qui renforçaient en fait cette croyance que je pouvais y arriver. Pour bien m'expliquer, c'était,
j'étais animée par un feu sacré, OK, et je cherchais en fait pendant, ado, enfin, parce qu'à 16 ans, je travaillais déjà, donc j'étais, voilà, ado quand même, et donc je commence à connaître le milieu du travail, et je me suis rendu compte que peu importe l'endroit où j'étais, cet endroit m'aidait à l'autre endroit, mais qui est quand même éloigné de mon rêve, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la cuisine m'aidait pour les pompiers, or que c'est encore loin du rêve, mais c'est les pompiers qui m'aident pour les jeux. Donc en fait, chaque endroit, et des fois qu'on ne le comprend pas, on est là Mmh. parce que pourquoi? Heu, Qu'est-ce que ça m'a appris la cuisine? Ça m'a appris la discipline, ça m'a appris, la rigueur, ça m'a appris, de commencer un projet, de faire un plat, c'est un projet, quand on le commence, il faut le finir, il faut faire les choses bien, être coachable parce qu'il y avait un chef qui me coachait. En fait, il y avait beaucoup de points communs avec ce que j'ai retrouvé dans le judo au final. C'est-à-dire que comme si ça me préparait, mais si éloigné de mon sport et d'être en mouvement. Donc j'étais dans un autre mouvement et qu'il fallait que j'accepte d'être dans ce mouvement-là, et donc j'ai appris à certaines choses qui m'ont aidé un milieu patriarcal, donc ça m'a Mmh. beaucoup aidé à rentrer chez les pompiers parce que j'étais, voilà, j'étais la seule dans la caserne, et de comment donc j'étais déjà prête à être un peu militarisée, discipline. OK, on me dit de me lever à 6 heures, c'est 6 heures, et je dis pas que c'était pas difficile, mais c'était beaucoup plus facile parce que j'étais passée par un point qui était la cuisine. Donc j'avais assez la maturité pour tenir tout ce temps, et pourtant, Mmh. voilà, c'était les femmes, c'était leur début, et c'était un moment très difficile, hein, faut donc moi, j'étais une minorité dans la minorité, j'étais une femme racisée, et il faut dire la vérité, j'étais vraiment, bah, il y avait pas beaucoup de personnes, qui me ressemblaient. Je pouvais pas m'identifier, donc il fallait que je me m'identifie à moi-même parce qu'il y avait personne à qui je pouvais dire: «Ah bah, tu vois, elle a fait ça», et donc je pense que c'est les pompiers finalement qui m'aident en fait finalement de cette routine, de cette discipline, de prendre ces décisions exceptionnelles et d'atteindre mon rêve. Donc en fait, c'est ça, on est des fois tellement dans un endroit, mais dans cet endroit qu'on veut pas, il y a tellement de secrets pour ce qu'on veut, et des fois on fait tellement abstraction, et parce que les émotions prennent le dessus, et puis forcément, des fois l'ego, «Ouais, pourquoi je suis ici? Je suis pas», et donc en fait, on s'éloigne, et en fait, c'est cet endroit-là qui ouvre des portes, en fait, et comme si on avait ce trousseau, et moi, je sais que je l'ai vécu dans ma chair. C'est et ça, dès lors que j'accompagne, j'essaie vraiment de passer ce message. Des fois pour des athlètes ou peu importe, que ça soit dans la thérapie psy ou que ça soit en préparation mentale, à quel point chaque endroit, il est précieux, même si des fois il est difficile, des fois des blessures. Pourquoi on passe par cette cage blessure? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on veut que ça se manifeste et on ne le comprend pas tout de suite. Donc d'accueillir tout ce qui se passe, c'est quelque chose de vraiment très, très magique. Quand tu parles d'accueillir, c'est quelque chose, que je dis souvent aussi, mais du coup, j'aimerais bien, avoir ton point de vue là-dessus. Moi, quand je parle d'accueillir, donc il y a exactement ce que tu dis là aussi, mais c'est d'accueillir aussi la sensation que ça fait dans le corps. Si tant est qu'on peut le faire, enfin, qu'on l'ait déjà analysé. Parce que des fois, tu me dis si tu es OK avec ça et toi, ce que tu en penses et comment tu le ferais. Des fois, quand on est, je sais pas, quand on a un doute ou quand on a du stress ou quand on se pose des questions, ou quand on sait plus, quand peu importe. Il nous arrive quelque chose dans la vie et puis ça peut nous faire quelque chose dans notre tête. On est en train de peut-être se créer des imageries mentales, à se créer un futur qui n'existe pas encore et qui nous fait quelque chose dans le corps qui se manifeste, dans la gorge, dans la poitrine, dans le plexus, dans le ventre, peu importe. Et en fait, l'accepter, est-ce que c'est pas donc ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'au moment où je ressens ce qui kinesthésiquement parlant est pas confortable pour moi, je me dis: «OK, stop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir?» Et là, d'aller chercher, soit une réponse à l'intérieur de soi ou soit juste se dire: «OK, je comprends ce qui est en train de se passer» et puis, donc moi, c'est ce que je conseille de faire en tout cas, mais peut-être que tu le fais pas comme ça, c'est de voir comment ça se transforme en fait. À partir du moment où on dit: «OK, bah, effectivement, oui, là, j'ai peur de, mais je suis aussi, une femme comme ci ou comme ça parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça et je suis capable de» enfin, et de voir comment à l'intérieur de soi, en fait, ça se transforme. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aussi? Enfin, comment tu le fais toi? Alors, quand j'étais jeune, c'est quelque chose que je me posais vraiment pas la question. Aujourd'hui, c'est différent. Mmh. Bien Ça sûr. va tout seul, on visait, voilà, c'est pour Ouais. ça que c'était intéressant des fois de réfléchir à chaque détail, et de me dire, je rendais pas ça d'une façon très consciente. Mais là, aujourd'hui, oui, alors c'est vrai que je suis très corps-esprit, et dès lors, en fait, quand voilà, on accueille quelque chose, le corps aussi, parce que, en fait, le corps ne ment pas, et c'est ça quelque chose qui est vraiment réel, le corps ne ment pas. Dès lors qu'en fait l'esprit, oui, il peut mentir. L'esprit peut mentir, des fois il peut nous emmener,
quand on est agité, il y a certaines choses qui peuvent se passer. Et dès lors qu'on se ment, en fait, le corps perd sa force. Aujourd'hui, on l'a prouvé, vraiment réel. C'est les scientifiques qui l'ont prouvé. Dès lors qu'en fait, on est dans un mensonge ou quelque chose on est vraiment en résistance profonde, dans un jugement profond pour nous-mêmes, et ben en fait, le corps lui-même perd sa force. Et donc, s'il perd sa force, il somatise. Donc, il essaye de l'exprimer, le pauvre, comme il peut. Donc, ça va, voilà, des fois, c'est des blessures, des fois, c'est voilà, des petites maladies, des fois, le ventre, et des fois, le corps. Et dès lors, je sais que j'étais alignée, mon corps, il avait de la force. Et moi, je pense que j'ai réussi à garder c'est quelque chose de très authentique, qui est en vérité. Et même si c'est quelque chose qui va être difficile, mais j'essaie de moins me mentir. Et parce que j'ai compris très vite que mon corps, en fait, il perdait de la force s'il partait pas dans cet alignement-là. Et que j'avais besoin de mon corps, il soit fort pour tenir aussi à tout ce que je souhaite, tout ce que j'espère. Et là, aujourd'hui, ça marche. Plus, en fait, je suis alignée et plus je suis, voilà, j'accueille et en fait, je fais des rendez-vous avec moi-même, hein, vraiment pour Bien savoir sûr. ce qui va pas et tout de suite parce que je sais très bien que ça va impacter mon corps. Parce que mon corps, il a besoin, en fait, de vérité et c'est pour vraiment expliquer ça, c'est qu'ils ont fait même des études, sur, des personnes qui, visualisaient ou qui réfléchissaient à quelque chose ou qui étaient en résistance, ils se mentaient et vraiment, 2 groupes et ben, en fait, le groupe A qui se mentait pas, il avait plus de force et celui qui se mentait, ben, physiquement, il avait voilà. C'est incroyable à quel point le corps, en fait, il somatise, il prend tout, en fait et des fois, on se dit: «Ah, je manque d'énergie, ah, j'y arrive pas» et le corps, il résiste et tout ça. C'est des fois, il faut se poser, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que le corps puisse réagir de cette manière? Et ça, je suis très, focus avec les athlètes de haut niveau parce qu'il faut savoir que leur corps, sur leurs moyens d'expression. C'est pas comme des artistes où ils chantent, où il y a le verbal. Là, l'athlète de haut niveau, son corps s'exprime pour montrer ses compétences et son talent. Et que ça soit peu importe que ça soit avec un ballon, en jouant avec en équipe, que ça soit en performance comme la natation, courir, et donc le corps s'exprime et parle. Et donc il y a quelque chose de très mouvement et les athlètes, j'essaye vraiment au mieux qu'ils, expriment avec authenticité où est-ce qu'ils veulent aller, leur alignement et qu'ils soient libres par la voix pour que leur corps, en fait, suive. Parce que si il y a quelque chose, une réticence et ben, le corps, en fait, il se coupe. Donc souvent, il y a des blessures, souvent, il y a des contre-perfs de ce qu'on s'attendait et souvent, il y a vraiment le corps, il se crispe, il ne veut pas, en fait et le but, c'est que son talent s'exprime. Le maître, faire comprendre, le maître, c'est la tête, le cerveau, c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire et à partir de là, tout est OK, tout est aligné, ah bah, c'est bon, là-haut peut nous laisser tranquille et l'artiste peut s'exprimer, le talent peut aller faire ce mouvement et réussir, peut-être battre ses records, peut-être faire des choses exceptionnelles et des fois, c'est aussi simple, mais aussi compliqué à la fois. C'est clair, c'est clair. Et j'aime bien, faire des ponts ou des parallèles avec la vie, de tous les jours, parce qu'on parle beaucoup de sport, parce que je reçois beaucoup de sportifs aussi et que c'est, voilà, bref, peu importe. Mais en soi, pour moi, ce qu'on peut se mettre comme défi dans le sport ou la capacité à se mettre en action, à se mettre en discipline, à se projeter et cetera. J'aime bien faire un parallèle avec la vie courante, puisque dans la vie, je reçois aussi des gens qui n'ont rien à voir avec, l'environnement, du sport et qui, parfois se mettent des freins, heu, concrètement pour réaliser leurs objectifs. Est-ce que tu penses que ce parallèle-là avec cette discipline sportive, ça peut faire le lien avec, la vie courante? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais tellement, je n'y trouve aucune différence. Vraiment, Cécile, pour te donner une anecdote, je peux avoir un athlète qui prépare les jeux, je peux avoir un étudiant qui est en école, j'ai des étudiants que j'accompagne en médecine, parce que c'est les études de médecine, c'est une performance qui est exceptionnelle. Ils en prennent très peu, surtout en prépa. Les années de médecine, c'est quelque chose où il y a un étudiant sur 3 qui a déjà, enfin, pensé à une tentative de suicide, dans les études en médecine. Donc, on voit la santé mentale, comment elle est très, Agile. poussée, pour les étudiants en grandes écoles et ça peut être un chef d'entreprise, je ne vois aucune différence. Dès lors, on a un objectif, un projet, ça c'est la même chose, en fait. Enfin, bien sûr que le fond, voilà, mais en réalité, moi, je sais que mes années de sport-études,
Ouais, en fait, oui, sport-études, vraiment, tu vois, c'est drôle que je C'est vienne pas de dire vrai, mais en sport-études. même temps, c'est la vérité quelque part. Ouais, ouais, C'était c'est pas, fort ce que je viens de dire parce que sport-études, c'est voilà, en ça a fait, été c'est refusé à l'école waouh, et pourtant tu l'as waouh, en fait, c'est mon expérience qui a été le sport-études bien sûr. exceptionnelle parce que c'est vraiment ça. C'est drôle que c'est la première fois que je sors ça, hem, qui m'ont permis, en fait, d'être la femme que je suis pour la vie, en fait, co de voilà, de femme, en fait, de femme et d'entrepreneur, de thérapeute, de tout ce que je fais et c'était, je pense que c'est le meilleur banc d'école pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose d'exceptionnel et bien sûr que c'est un parallèle, puissant parce qu'on retrouve, des peurs, pareil, des mêmes manières et oui, c'est vraiment, c'est très similaire. C'est vraiment très, très similaire et sachant que les athlètes de niveau alors ils ont mis athlètes de niveau politique, chefs d'entreprise, grands dirigeants dans la même lignée des névroses. Donc j'ai trouvé ça Ouais, intéressant et pourquoi? Parce que c'est incroyable. normal. Ouais, ouais. Oui, c'est les mêmes névroses. Pourquoi? Parce qu'on est dans le trop plein. Il y a tellement d'intensité. Oh, le gagner, perdre, gagner, perdre et c'est pas du sport santé. Le haut niveau, on va pas se mentir, c'est pas du sport santé. Celui qui dit que le sport de haut niveau, non. C'est pour ça que j'espère que plus on va, plus cette exigence, on demande tellement aux athlètes que justement on les pousse encore plus à rentrer dans cette névrose et puis quand t'es rien, bah, on te jette et la pire chose pour un être humain, c'est, la peur, c'est la mort, mais aussi le rejet. Donc on va enfin, voilà, te pointer du doigt sur maintenant les réseaux sociaux, le rejet total de l'athlète. Regardez tous les joueurs de foot ou des athlètes dès qu'ils ont pas fait une perf et donc ils ont c'est terrible en fait, c'est terrible et on leur demande et c'est un choix de leur part, mais ça crée, voilà, des névroses, des choses, des peurs, le rejet, je suis aimé, enfin, identification à ce que je fais. Donc, je pense que vraiment, chaque athlète de niveau qui souhaite ça devrait être accompagné. Et ça, je le pense, c'est pas du sport santé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression, comme tous les politiques, comme les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont cette pression intrinsèque et extrinsèque qui vient les prendre leur énergie. Donc, et c'est pour ça que Boris Cyrulnik, il a écrit, il avait dit une phrase, il avait dit aussi le sport de haut niveau, c'est aussi un peu une usine à dépression. C'est vrai, il l'avait vraiment dit parce qu'il avait vu, une psy qui travaillait à l'INSEP qui lui avait, voilà, mis c'est son expérience là-bas et puis, le livre, qui est magnifique, c'est, moi je préfère le sport de petit niveau, pratiquer le sport de petit niveau et parce que pour vraiment expliquer que le sport de haut niveau, c'est pas, voilà, sport santé, que tout va bien, c'est des athlètes, non, non. C'est un terrain très fragile, névrosé, qui a besoin d'être accompagné. Le quatrième pilier de la performance qu'on oublie souvent. Technique, tactique, prépa physique, on reste là-dessus. Et la prépa mentale, elle est aussi importante que le coach technique, tactique et prépa physique pour que ça tienne, hein. Je suis complètement d'accord. Après, il y a quand même une notion que j'aimerais bien, aborder parce qu'on parle de performance aussi, donc avec les athlètes de haut niveau, bien sûr, avec les politiciens et cetera et cetera. Mais parfois, en fait, ce terme de performance, il me dérange un peu. Mmh. Parce que pour moi, une performance en vrai, elle est propre à chacun. En fait, tu es d'accord avec ça, Asma? Parce que des fois, il y a des Extraordinaire. Merci, Syl, parce que c'est quelque chose que j'essaye de prôner fortement. Et ça, je l'ai vraiment, et c'est vraiment tous mes amitiés à mon kiné. J'ai un kiné extraordinaire depuis 10 ans, Kevin Guégan. S'il écoute ce podcast, c'est pour toi cette phrase. Il a toujours su que j'avais un parcours, tellement atypique et c'est vrai que des fois on oublie, l'être humain, il est des fois ingrat, il oublie. Il oublie quand il arrive quelque part et c'est vrai que après les Jeux de Rio, je voulais aller sur Paris, sur, Tokyo, donc j'ai 34 ans donc et puis des fois on oublie, voilà, tout ce qu'on a traversé, ça part parce qu'on est tellement dans le top 4, top 5 mondial, on est happé par la performance et puis il m'avait dit une phrase et puis j'avais fait une contre-perf une fois et je vais le voir, il m'avait dit une phrase qui m'est toujours restée. Il me dit: «Tu sais, oui, alors si aujourd'hui on parle de performance, de tous les athlètes qui ont leurs médailles et tout, mais moi j'ai beaucoup plus d'admiration pour ta performance que tu ne vois pas, ta vie, ton parcours, ça vaut toutes les médailles du monde». Asma, elle m'a dit: «C'est ça ta performance». Il me dit: «La performance, c'est pas ce que tu crois». Il me dit, «Et tu le verras par rapport à ce que tu fais» et en fait, je me suis pris plein j'ai pris emporté en fait, je l'ai mis à côté parce que sur le moment, au bout, dans l'ego, «Ouais, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas eu ma médaille». Parce que j'avais fait pied du podium 2 fois au championnat du monde, donc je fais voilà, c'est vraiment la place, voilà, dur. pied du podium, on n'a pas sa médaille et c'est la deuxième. Et il m'avait dit ça, alors je me suis dit: «Ah, il veut me consoler et tout», mais en fait, ce qu'il m'avait dit, c'était juste extraordinaire, en fait. C'était un puits de
j'ai puisé dedans et aujourd'hui, je le vois, en fait, une performance, c'est tellement ce que tu dis. Et en fait, en France, on l'a mis de cette manière-là et puis dès l'école, tu es pas bon en maths, tu es bon en français, ah, tu es pas en performance. Non, performance, même je le vois, mon neveu qui est en études de médecine, à la performance. Comment, en fait, on nous pousse à cette performance-là et qu'est-ce que la performance? Et elle est tellement singulière, elle est tellement propre à chacun, elle est tellement et puis que j'accompagne et puis je me rends compte que je suis tellement heureuse, parce que j'accompagne monsieur, madame, tout le monde et qu'il a réussi à faire 105 bornes parce que ça fait 30 ans qu'il a arrêté le sport et qu'il était ému parce qu'il a réussi et il a fait une performance à son niveau Bien et je sûr. suis autant émue qu'un athlète qui vient d'être champion d'Europe et c'est là, en fait, où, c'est magique, en fait. C'est chacun doit s'approprier et aujourd'hui, plus que jamais, chacun doit s'approprier sa propre performance pour éviter justement de cette comparaison et ce truc qu'on nous met dans un moule et c'est comme ça, c'est cette performance-là et c'est rien d'autre. Il faut être sur ce podium-là. Oui, la gagne, c'est bien, mais en fait, chacun, en fait, son parcours, chacun a Oui, son puis histoire. ça permet aussi peut-être de, finalement, alors j'allais dire gérer, mais j'aime pas trop non plus ce mot-là. J'allais dire gérer la pression, mais quand on se pose un objectif qui est en proie à ses valeurs, à ce qu'on est capable de faire, là où on a envie d'aller aussi, finalement, c'est plus facile d'accueillir l'entourage ou l'environnement extérieur qui peut avoir certaines idées. Mais quand on est OK avec ce qu'on est et ce qu'on fait et là où on veut aller, en soi, c'est tellement plus simple pour lever les barrières, tu crois pas? Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est de réussir, en fait, je pense, tout est à l'intérieur et à l'extérieur, encore une fois, même si on est des êtres sociaux et que les autres, parce que ça, on nous vend ça en ce moment, et ça, c'est pour les jeunes et vraiment qui nous écoutent. C'est vrai que moi, j'ai vécu je ne sais en fait, je me suis toujours posé la question, si je reviens à ça, si mon rêve commençait, j'étais dans cette période, cette vie-là, je sais pas. Parce que j'étais à une période, en fait, on était quand même il y avait une espèce de protection. Il y avait pas les réseaux sociaux. Moi, je rêvais, j'allais chercher. C'est-à-dire que ça venait pas à moi. Il y avait pas trop d'interférences. Ouais, «Ah lui, il avait fait ça». Ah bah, j'étais pas un peu plus concentrée parce que, bah, on n'était pas happé par su voilà, puis des fois le développement trop personnel qui devient impersonnel, et j'appelle ça comme ça, le développement impersonnel. J'aime bien dire le développement de l'être. Et ça m'a permis, en fait, d'être plus dans le développement de l'être, en fait, et pas personnel, parce que l'étymologie, c'est persona, c'est masque, et j'avais pas besoin de masque, là, tout le temps, et donc j'allais chercher ça dans les bouquins, dans les journaux, et aujourd'hui, ça vient à eux, donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de donner ce message à la génération qui prend peut-être ce podcast et puis peut-être des parents, d'essayer de me passer cette transmission. Tout est à l'intérieur que des fois, on a envie de s'identifier, aspirer, des fois, c'est bien, mais des fois, ça peut couper parce qu'à vouloir trop, lui, il a réussi et pourquoi pas moi? Et en fait, des fois, on se met une charge trop sur les épaules, une culpabilité de ne pas réussir et donc des fois, ça peut être tellement lourd à porter et finalement, bah, on laisse aller parce que c'est trop dur, c'est trop parce qu'on a vu certaines choses et des fois, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la Ouais. vérité et de rester, en fait, sur sa vérité à soi. Complètement, complètement. Mais c'est un peu pour ça aussi que je voulais je voulais faire ce podcast-là aussi. Mmh. C'est pour la jeunesse, clairement. C'est le message aux enfants. Moi, je suis maman de des enfants. Et, et ouais, et je pense qu'il y a il y a des messages qui passent pas de la même façon à travers tous ces écrans. Tu vois, bon, je fais encore une aparté, mais hier, je scrollais hier. Moi, je cours. Et je scrollais hier et il y a une fille que je suis qui s'est mise à la course à pied il y a pas si longtemps que ça et elle a fait un marathon en début d'année, ce qui est fou. Pour quelqu'un qui court pas beaucoup, qui s'entraîne et qui fait un marathon, c'est vraiment chouette. Et en fait, elle a eu des commentaires sur son allure, sur le fait que c'est pas comme si. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que, alors, elle a une bonne réaction parce que du coup, peut-être qu'elle écoutera ce podcast d'ailleurs, mais elle a une bonne réaction parce que finalement, elle se dit, mais en vrai, elle reste alignée avec ce qu'elle est et ce pourquoi elle l'a fait et ce que ça lui apporte, donc c'est super. Et en soi, le message, pour moi, à travers toutes ces conversations-là, c'est vraiment de ce que tu dis, c'est de pouvoir, à un moment donné, tu dis même se sentir vivant, enfin, voilà, se sentir vivant. Et puis, il y a tout un tas de routines aussi qu'on pourrait peut-être parler pour se sentir bien. Et finalement, que, comme tu disais tout à l'heure, quand ton corps est bien, ta tête va bien. Et quand ta tête va bien, ton corps va bien de la même façon, quoi. Bien sûr, c'est Donc, exactement ça. toi, alors il y a un autre terme que j'ai relevé, que je ne connaissais pas et que je trouve très joli. C'est un mot que j'ai découvert, et je ne vais pas le dire, et je vais juste te lire la définition. À mi-chemin entre
l'art et la philosophie qui consiste à réparer les choses cassées en soulignant les fissures. Kintsugi. Il y a le tableau derrière moi, je sais pas si on le voit. C'est très joli. J'ai trouvé Ouais, ça. j'ai découvert ça au Japon il y a quelques années, il y a 10 ans, 2015. Personne n'en parlait en France, maintenant on parle, il y a des chanteurs qui ont pris, le morceau avec, le mot kintsugi. J'ai découvert ça, je suis arrivé, je parlais de ça en France, personne ne connaissait. C'était voilà, dans un magasin, un monsieur qui faisait ça. Kin qui veut dire hors, tsuki et moi je me suis vu réellement en kintsugi. Je dis: «Ah, je suis un kintsugi» et puis j'ai visualisé encore, ma vie passe à visualiser que j'aurais un jour ma structure. Il y a 10 ans, j'étais encore dans ma carrière et que, j'allais accompagner parce qu'il faut savoir la petite, anecdote, c'est que moi, dès lors quand j'étais chez les sapeurs-pompiers de Paris, j'avais trouvé mon ikigai. En fait, mon ikigai, je le retrouve chez les sapeurs-pompiers de Paris quand je suis dans le camion derrière à écouter, parce que je fais pas que, du feu, il y a aussi secours à victimes. L'ikigai, pour ceux qui connaissent pas, c'est aller chercher la raison d'être. Oui, raison d'être, exactement. Raison d'être, là où on est aligné le mieux et on gagne sa vie avec ça. Ça, c'est important parce que l'ikigai, il y a aussi cette, il y a du win-win parce que pour Mmh. être aligné, il faut voilà, c'est pas ça va au-delà d'une passion. Il y a un truc, c'est, vraiment, c'est notre mission de vie et moi, je l'avais trouvé mon ikigai, voilà, à ce moment-là, à l'écoute et je trouvais que j'aimais bien être derrière, quand des collègues voulaient conduire: «Non, non, vas-y, va derrière» et j'allais et puis je discutais, que ça soit un SDF ou que ça soit peu importe qui était là, j'écoutais avec attention et que j'aimais ça et que je réussissais à apporter, un soutien par le verbal, par l'attention et j'aimais ça à chaque fois et c'était la chose que j'ai aimé le plus quand j'étais pompier et j'ai laissé après ça de côté forcément et il y a eu ma carrière et puis j'ai continué aussi avec le double projet parce que je n'ai jamais fait que du judo. J'ai toujours accompagné, que ça soit le Mmh. physique, mental. J'ai toujours, été dans l'accompagnement, depuis toujours. Et puis finalement, bah, je découvre mon psy, qui a son école faculté psychologie et psychanalyse à Aix et donc je trouve contribue beaucoup avec eux parce qu'aujourd'hui on a ouvert une école aussi au Maroc et je me plonge dans la psychologie, la psychanalyse, la psychologie et voilà et je continue à être, la soif d'apprendre, à lire beaucoup de livres, voilà, c'est beaucoup de réflexion. La psychologie, c'est, beaucoup de voilà, de biblio. Faut être voilà, pas il faut être gourmand de biblio, de lire et de lire. De réflexion propre et puis thérapie sur soi parce que c'est important. Voilà, donc la psychanalyse sur moi, elle avait commencé et puis, dès lors que j'ai découvert mon ikigai, bah, c'était le kintsugi, c'était quelque chose de logique. Le Kintsugi People, c'était, bah, finalement, j'ai envie de faire ça, la thérapie là-dedans, en fait. Accompagner, je me suis spécialisée aussi dans la résilience, dans le deuil, parce que, finalement, chaque être, qui veut déployer son plein potentiel, il y a forcément ce processus qui se fait, bah, on doit sublimer ces mots, vraiment et donc voilà, c'est un mouvement qui a pris. D'ailleurs, j'ai ouvert mon association, bientôt je vais courir pour la première fois où je vais faire un raid au nom de mon association, donc je suis trop fière de ça. Génial. La Sarawiya, Voilà, voilà. Donc il y a Kintsugi People, il y a Kintsugi Vibes, voilà, qui va aider aussi, magnifique. vulgariser la psychologie, la rendre à tout le monde. Alors souvent, ce que je dis, les psys d'avant, il faut que ça change. Aujourd'hui, le monde, il change, il faut qu'on sorte du bureau, d'aller rencontrer les autres et c'est peut-être aussi pour ça, je pense que les psys sont débordés par, tout l'univers du développement, du Mmh. coach, enfin, des gens qui sont pas dans les réseaux parce que le psy, il doit réfléchir d'une façon différente. Il faut qu'il aille à l'encontre du monde et sortir de son bureau et aller voilà et j'en suis certaine de ça. C'est pour ça que justement, il y aura peut-être moins, de déviance dans ce métier-là, et de s'approprier des choses qui peuvent être dangereuses pour les gens. Donc c'est aussi, une responsabilité. J'aime bien. Responsabilité, moi, j'y répondre aux 2. Si c'est à eux, à un moment donné, ça c'est quelque chose que j'arrête pas de prôner, autour de moi, dans l'école, tout ça et donc voilà, et puis Kensuke People qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis, parce que je l'ai vécu dans ma chair, parce que voilà, j'ai eu, aussi beaucoup de traumas, différents traumas. Et dans le trauma, il y a aussi le traumatisme, il y a ce qu'on en fait et comment on peut se construire à travers tout ça et sublimer et faire quelque chose de voilà, déployer son plein potentiel parce qu'en fait, c'est ça, hein, les traumas, des fois, nous bloquent
à déployer notre plein potentiel et qui nous cloisonne quelque part. Et moi, j'ai réussi à tout détruire pour recoller. Et voilà. Et c'est pour ça que dans mon livre, on me voit Je viens de comprendre la couverture. Ouais. je suis en kintsugi avec plein de fissures. Et, et voilà, pour montrer aussi sa vulnérabilité. Et c'est OK. C'est OK. En France, on a toujours eu, enfin, les pays latins, on a toujours eu du mal avec le mot psy, le Mmh. mot santé mentale, le mot psychologie, le mot trauma. Je vais voir quelqu'un, ce truc-là, enfin, ce terme, et de montrer ses fissures, et c'est OK. Et que c'est pour ça que mon livre, j'avais pas envie qu'il soit larmoyant. Je voulais faire quelque chose de. Parce que j'ai toujours aimé l'univers de Tim Burton, faut savoir, petite. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé que il arrivait à exprimer quelque chose des mots à UX, des choses difficiles, mais avec bonheur et joie. Charlie les chocolateries, ça reste un vieux qui est triste, tout seul. Édouard au moins d'argent, voilà, l'isolement. Chaque film qui est tellement triste, et ben en fait, il arrive à le rendre, finalement, on peut comprendre et il y a une résilience derrière. Donc, c'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je mentionne Tim Burton souvent. J'aime bien imager, et je pense qu'il y a du beau dans les mots AUX, vraiment. Et c'est pour ça que dans le kintsugi, je trouve ça beau, parce que même dans des moments qu'on veut éviter, et dès lors qu'on veut, voilà, pousser ça, mais il y a aussi la lumière. En Bien fait, il y a la sûr. coexistence, même dans traversant l'enfer. C'est à partir de là, des fois, qu'on peut retrouver son paradis. Et dans ce tunnel-là, il y a forcément une lumière quelque part. Et des fois, il n'y a pas de tunnel sans lumière. Sinon, c'est pas un tunnel. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un tunnel, on a l'impression qu'on y reste. C'est dur, combien de temps? En fait, c'est la notion du temps, de la souffrance qui est difficile. Mais il y a un tunnel, il y a cette lumière qui est là quelque part. Sinon, voilà, ce serait pas un tunnel. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans ce tunnel, je sais que c'est difficile et c'est quelque chose que je ne remets pas en question. Mais par contre, il y a pas oublier qu'il y a une lumière quelque part qui va arriver. Des fois, juste de garder sa verticalité, et avec patience active. J'aime bien ce mot. La patience active, c'est de continuer forcément des fois à marcher. Se reposer s'il le faut. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser parce que j'étais fatiguée, et d'être au fond de mon lit. Et c'est OK. Et c'est complètement OK. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Ça, c'est quelque chose que je prône souvent. Dès lors que j'accompagne, je me sens en dépression. OK, tu as envie de faire quoi aujourd'hui? J'ai envie de rester dans mon lit. OK, on va rester dans ton lit aujourd'hui. Et c'est OK. Tu as le droit. Voilà. C'est pas, il faut se bouger. Tu as envie de pleurer? Bah, vas-y, hein. Et moi, je suis avec toi. Et c'est ça, en fait, de pas couper nos émotions. Aujourd'hui, il y a quelque chose encore une fois qui fait qu'on coupe nos émotions. Et il faut pas, voilà, laisser ces émotions comme le temps, en fait, tout simplement. Mais pas là, aujourd'hui, il fait pas beau, je suis pas en train de dire: «Ah, le soleil revient, pourquoi t'es pas là?» Il a pété les câbles. Non, il a pas envie d'être là et il sera pas là. Je vais me contenter des nuages jusqu'à que ça arrive. Et on est pareil, Mmh. on est pareil. Voilà. C'est joli, c'est joli. Asma, on va arriver à la fin de cet Heu, enregistrement. Ma dernière question, elle sera, posée sur la grande Asma de maintenant, d'aujourd'hui. heu, Asma, dans 10 ans, si on se retrouve, qu'est-ce qu'elle fait, la Asma de dans 10 ans? heu, ah, alors, je vais vous parler de ma visualisation. Bah oui. Alors ma visualisation, je veux la partager. Ce que j'ai dans la tête et que j'ai visualisé, comme pour les jeux, tout ça. Donc j'en ai encore, un autre chapitre, hein, dans l'autre chapitre. J'adore. Ah, si Dieu me ferait de vie, je dirais, je vois Kintsugi Vibes, mon association surtout, prendre beaucoup d'ampleur. J'ai créé de l'emploi, et pour, d'autres, êtres, qui c'est leur ikigai d'accompagner. Voilà, on a tous la même vision, sur cet alignement-là, et je vois vraiment mon association prendre beaucoup d'ampleur. Et voilà, et que la santé mentale n'est plus un tabou et que c'est OK. Et puis, voilà, dans tout cet univers, je suis toujours dans ma mission de vie, et de continuer à accompagner, et surtout sur Kintsugi Vibes, je la vois vraiment prendre beaucoup d'ampleur, avec, voilà, créer aussi, et accompagner des gens, sur leur ikigai, pouvoir aussi accompagner, à côté de moi. Magnifique. Merci infiniment, Merci. Asma, pour cet échange. Je vous recommande vivement de vous procurer son livre «À bras le corps, une odyssée de résilience olympique». Comme elle le dit, en tout cas, aujourd'hui, avec toi à tes côtés, on aura appris qu'il faut, que pour mener à bien une vie,
pérenne, sereine, bienveillante envers soi-même, c'est s'écouter, c'est savoir toujours accepter ce qui arrive et le transformer peut-être en quelque chose, une lumière au bout du tunnel qui arrive et qui est là pour nous. En tout cas, une belle leçon à tes côtés. J'ai hâte de découvrir comment Kintsugi Vibes va évoluer très prochainement. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Cécile. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.